Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leurs derniers moments juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs pour cet épisode numéro 10 aujourd'hui qui va clôturer la saison 1 car ce sera la saison où je serai au Canada pendant ces enregistrements. J'ai une invitée qui va nous parler d'un pays où nous ne sommes pas encore allés dans les podcasts précédents. Donc je suis vraiment super excitée car c'est un pays que je ne connais pas du tout. Donc peux-tu nous présenter à nos auditeurs ? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Kelly d'abord, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, je m'appelle Adeline. Je vais vous parler pas vraiment d'un pays, plus d'un continent en fait, mais de plusieurs pays dans le continent. Voilà, moi je suis spécialiste, je travaille dans le tourisme depuis à peu près 20 ans, aussi bien en tant que créatrice de voyages sur mesure, donc de safari sur mesure, que comme guide naturaliste pour accompagner les gens dans les parcs et dans les réserves en Afrique. Principalement en Afrique de l'Est, là c'est là où j'ai le plus gros de mon expérience, donc Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et aussi en Afrique du Sud. Super. Voilà pour ma petite présentation. Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'était déjà ton métier avant que tu partes en Afrique ? Ouais, j'ai vraiment grimpé les échelons petit à petit. Moi, j'ai passé mon BTS de tourisme et j'ai travaillé tout de suite en tant qu'agent de voyage traditionnel dans une agence de voyage qu'on peut voir dans toutes les villes. Je me suis rapidement ennuyée à vendre des voyages un peu tout packagés où il n'y avait aucune créativité vraiment. Et donc, je me suis, au bout de 2-3 ans en tant qu'agent de voyage, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Moi, j'avais 2 passions à la base, c'est les voyages et les animaux. C'est vraiment les 2 passions les plus fortes que j'ai toujours eues, qui m'ont accompagnée toujours. Et j'avais vraiment cœur de les lier ensemble dans mon travail. Donc, j'ai repris une 3e année d'études dans le tourisme solidaire, tourisme équitable, etc. Et à la suite de ça, je me suis orientée pour travailler en tour opérateur spécialiste safari déjà. Donc là, j'avais déjà une première à la suite d'un stage que j'ai fait dans le cadre de cette année. Voilà. J'ai fait mon stage. À la fin, ils voulaient m'embaucher en CDI. Et c'est là que j'ai dit non, moi, je veux partir en Afrique. Voilà. Et c'est là que tout a commencé. Ça faisait déjà bien longtemps que moi, je rêvais de partir en Afrique, etc. Ça a été, j'ai fait les choses un peu plus tard que beaucoup de gens maintenant. Et ça a évidemment choqué tout le monde. Un CDI à la clé dans le monde dans lequel on vit. Et puis moi qui dis, non, je veux partir en Afrique. Mes parents, ils étaient, ils étaient pas du tout. Ils ont du mal à comprendre. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous dire dans quelle région tu te situais au moment où tu faisais tes études ? Île-de-France. Moi, j'ai grandi en Île-de-France et je suis restée en Île-de-France jusqu'à mes 30 ans. Ok, et quand tu faisais tes études, tu vivais seule ou tu étais encore chez tes parents ? Alors, quand j'ai fait mon BTS de tourisme, j'étais encore chez mes parents. À la suite de ça, j'ai commencé à travailler, j'ai quitté mes parents. J'ai habité toute seule, donc à partir de là, j'ai toujours habité toute seule en fait. Même quand j'ai repris ma 3e année, mon année de licence, je vivais seule. En fait, j'ai demandé au FONGECIF, qui est un fonds, en fait, quand on a commencé déjà à travailler un petit peu, on peut avoir un projet ou dans ce qu'on a déjà commencé à faire, ou alors pour complètement changer de milieu professionnel. Et moi, ma demande a été acceptée, donc mes études ont été payées par le FONGECIF. Ah, super. Et donc oui, tu étais quand même déjà assez indépendante à l'époque. Ouais, moi je suis partie de la maison à 23 ans, donc à partir du moment où j'ai eu mon BTS, j'ai voulu travailler tout de suite, ouais. D'accord, et tu me disais que tu avais une passion aussi pour les animaux. Est-ce que tu en avais des animaux ou c'était juste une passion ? Ouais, j'ai toujours eu des chats, de toute petite, j'ai grandi, déjà mes grands-parents en avaient, après moi j'ai eu mon chat. Donc quand je suis partie, ça a été je crois le truc le plus difficile pour moi quand je suis partie à 30 ans. J'avais encore mon premier chat, mon chat que j'avais eu à 14 ans, qui était vraiment mon bébé, c'est clair. Ouais. Et j'ai réussi. Mes parents, et non, même pas. J'avais prévu en fait de le laisser à mes parents et en fait il est parti juste avant que je parte. Oh waouh. Ouais. Il a dû se sentir venir malheureusement.
Ouais, voilà, je suis vachement culpabilisée. Ça a été un moment super dur. Ouais, ça a été un moment très très dur parce que l'été, juste avant que je parte, il a arrêté de se nourrir. Il voulait plus se nourrir. Donc il a commencé à dépérir complètement et puis voilà, j'ai dû accepter de le laisser partir, mais je suis persuadée que c'est lié, oui, j'en suis sûre. Ouais, ça, malheureusement, ça, on l'entend comme ça Ah en tout ouais. cas. Ouais, mais du coup, ouais, quand tu as eu la proposition de CDI pour toi, est-ce que tu as réfléchi ou ça a été du non direct? J'ai pris 24 heures pour réfléchir. Histoire de, parce que je suis très très impulsive, moi de façon générale, je prends des décisions. Je pense que c'est aussi ça qui m'a menée à tout ce que j'ai fait. Donc je le regretterai jamais. Mais des fois, je me suis dit, ah là là, j'aurais dû réfléchir là et là. Mais en fait, j'ai toujours trouvé un chemin après pour me débrouiller. Je pense que quand on réfléchit trop, c'est quand on commence à trop mentaliser, à trop réfléchir qu'on fait pas les choses. Hein. Moi, ça, c'est ma façon de voir. Donc j'ai pris, ouais, je crois, 24 heures ou 48 heures. Mais quand on me l'a proposé, déjà, je savais au fond de moi que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et j'ai jamais été contre ce que je ressentais, quoi. Moi, j'ai vraiment mon intuition et mes passions toujours qui m'ont guidée. Et à chaque fois que je sentais que non, enfin, à chaque fois que je sentais pour moi que c'était laborieux, qu'en fait ça allait me coûter et que c'est parce que quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ça nous coûte de l'énergie 3 fois plus que quand on fait un truc qu'on aime. Et donc j'ai fait non. Et le truc génial, c'est que quand j'ai dit bah non, je vais pas accepter votre offre parce que moi je veux absolument partir en Afrique, et bah les patrons de cette agence m'ont dit bah écoute, on va t'aider à partir on va t'aider à trouver un contact là-bas et si tu veux et voilà. Et en fait c'est grâce à eux que je suis partie. Génial. Et j'ai travaillé. Après, quelques mois après, quand je suis rentrée, je suis allée travailler pour eux pendant 1 an et demi avant de repartir. Mais donc, en fait, voilà, en fait, on s'attend à se dire les portes vont toutes se fermer et en fait, bah, c'est une autre porte qui s'ouvre à partir du moment où on ose et on prend des risques. Moi, je pense on n'a rien sans prise de risque et de toute façon, la vie en elle-même, c'est une prise de risque, quoi. Donc, il faut prendre des risques, c'est clair, sinon ça sert à rien. Et puis il faut oser en parler aussi, parce que justement en parlant, c'est comme ça qu'on commence à se faire des contacts. Mais exactement, parce que moi j'aurais pu me buter, voilà, on aurait pu me dire mais n'importe quoi, partir en Afrique pour faire quoi ou comment, parce que j'avais aucun projet moi, hein. Tout ce que je voulais, tout ce que je savais, c'est que je voulais découvrir l'Afrique et je voulais connaître ce continent, je voulais aller voir les animaux, voilà. Après, dans le tourisme, je me disais, bon, bah voilà, il y a des opportunités pour y travailler, c'est sûr. Maintenant, quoi, comment, j'avais aucune idée. Oui, parce que c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que tu me dis, je voulais partir en Afrique, mais toi, c'était, à ce moment-là, il n'y avait pas de, bah déjà, où en Afrique, il n'y avait pas de destination précise C'est et ça. tout. D'accord. Ben, non, je ne connaissais pas, en fait. Donc, pour moi, là où il y avait des animaux, voilà, donc c'est principalement l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et donc, à cette époque, donc c'était à quel mois de l'année en général? J'aime bien toujours essayer de visualiser la chose. Et ben, j'ai fini mon stage, c'était au mois de juin. Donc à la fin de mon année en fait d'études se terminait par ces 2 mois de stage et donc c'était au mois de juin et donc fin du stage moi j'ai dû faire mai juin peut-être jusqu'à fin juillet de stage, donc fin juillet on me proposait le CDI, j'ai dit non et puis j'ai passé le mois d'août, j'ai commencé à préparer mon départ parce qu'ils m'y ont aidé et je suis partie en Afrique au Kenya, je suis arrivée tout début novembre de la même année. D'accord. Et toi, à l'époque, est-ce que tu avais déjà réussi à mettre un peu d'argent de côté en ayant cette idée en tête ou pas du tout? J'ai jamais eu d'argent de côté, moi. Je me suis dit que je me débrouillerais et de fait, je me suis toujours débrouillée. Le seul truc que j'avais négocié, alors j'avais de quoi me payer mon billet d'avion avec un retour open, donc un retour non fixé, quoi, où je pouvais fixer la date. Et je savais qu'en arrivant sur place, j'avais négocié un peu d'argent de poche, on va dire, tous les mois, histoire de me balader un peu, parce que c'était une sorte de stage en fait en agence réceptive. On va dire un stage un peu payé et j'étais nourrie logée. Voilà, c'est tout ce que j'avais. D'accord. Et du coup, quand tu as dit ça, tu as annoncé cette nouvelle à ta famille au lieu d'un CDI, je vais me prendre un billet pour l'Afrique. Tu peux nous dire comment ils ont réagi? Ouais, il y a eu 2 réactions. J'ai une mère qui est beaucoup plus un peu folle et qui a elle aussi repris des études à 35 ans et donc qui a jamais été trop dans les conventions et dans on doit faire ci, on doit faire ça, etc. Donc il m'a dit si c'est ce que tu veux faire, ben vas-y fonce. Et puis j'ai un père beaucoup plus cartésien qui est d'origine allemande et qui a trouvé que c'était pas que c'était n'importe quoi, mais que c'était pas rationnel et que c'était pas raisonnable évidemment. Oui, tu m'as Mais ils m'ont jamais mis des bâtons quand même, quoi. ouais, tu m'as dit quelque chose dans ton email aussi que ton papa t'a dit. Je sais pas si tu aimerais le partager avec nos auditeurs. Je me souviens plus, il a dû me
dire que j'étais folle, non? Non, Oui, il t'a dit quelque chose du genre que t'étais la personne qui a le moins d'argent mais qui voyage. oui. Ouais, alors ça, c'est parce que c'était pas au même moment qu'il m'a dit ça, mais en fait, au fur et à mesure de ces années où je suis partie, revenue, et qu'à chaque fois j'en avais pas assez, je voulais toujours repartir, il m'a dit, oui, t'es la personne que je connais qui a le moins d'argent et qui voyage le plus. Donc ça, c'est génial. Ouais, parce que j'arrivais toujours à trouver un chemin, une bidouille, un machin, ou alors on me payait le billet, ou alors on me disait, bon, tu seras nourri, logé. Enfin, l'un dans l'autre, j'arrivais toujours. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une envie, il y a un chemin, c'est clair. Il suffit de le tracer, c'est soi-même. Enfin, c'est pas une question d'argent du tout. D'accord. Et moi, comme je te l'ai dit, je connais absolument rien à l'Afrique. Est-ce que tu dois avoir un visa ou comment ça se passe? Alors, de les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, si je ne me trompe pas, en tout cas Afrique du Sud, tu as un visa en arrivant sur place. En fait, tu arrives, tu fais ton visa, tu payes tes $50 et puis tu rentres dans le pays pour 3 mois. D'accord. Et la monnaie, c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi la monnaie pour te dire. Et au Kenya, c'est le shilling kényan. En Tanzanie, c'est le shilling tanzanien. En Afrique du Sud, c'est le rand. Voilà, chaque pays a sa monnaie propre. Et tu as le droit de rester combien de temps du coup avec ce visa? 3 mois avec un visa touristique. Si tu veux rester plus longtemps, il faut faire des visas spécifiques, business ou études, des choses comme ça. Voilà. Donc toi, du coup, là, tu as pris ton billet d'avion, on t'a déjà mis en contact avec une personne sur place, tu sais où est-ce que tu vas loger. Ouais. Donc Bon, après, il y a eu évidemment des convenus, des surprises, etc. Hein. Évidemment, c'est les voyages. Ouais. Moi, je m'attendais à être logée dans un endroit magnifique, super, etc. Bon, on a quand même essayé de me foutre dans un truc qui était en construction, etc. Mais j'avais, en fait, avant de partir, j'avais été me balader et discuter sur le forum du Routard. Et j'avais déjà pris des contacts avec des gens qui vivaient là-bas, et des expatriés et des Kenyans, etc. Donc j'avais déjà des contacts, des gens qui attendaient ma venue, qui savaient que j'arrivais, etc. Et en fait, j'avais rencontré une femme belge avec qui j'avais vraiment bien échangé et qui m'a tout de suite appelée quand je suis arrivée. Je l'ai rencontrée et après, je suis allée vivre chez elle parce que c'était un super endroit. Et en fait, elle me voilà contre en l'échange du petit loyer qui était inclus dans mon contrat. J'étais vachement mieux là-bas. Donc, j'avais déjà fait ça. J'avais balisé un peu mon terrain en faisant ça. Ouais, ça. Et puis ça, c'est tellement génial l'entraide entre les expatriés, je trouve. Ouais, c'est le plus incroyable, c'est que c'est la solidarité entre francophones quand tu vis dans un pays, c'est incroyable. Ouais. Il y a une solidarité mais pour tout, hein, dès qu'il y a quoi que ce soit, on se sent hyper entouré, beaucoup plus que chez nous en fait. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que en France, j'ai pas l'impression qu'on est solidaire du tout. Et dès qu'on sort, on est tellement solidaire, c'est super beau, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très, très marquant. Moi, je l'ai eu à toutes mes expatriations, c'était vraiment le cas, ouais. Ouais, moi j'ai déjà hébergé quelques Français qui arrivaient au Canada et qui, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils... Et en fait, ils comprenaient pas pourquoi je leur proposais de rester chez moi gratuitement. Mais pour moi, c'était tellement naturel. Tu débarques, t'as besoin d'aide, y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis même nous, enfin moi je me suis surprise aussi, même moi à tendre beaucoup plus facilement la main et pareil, hein, de la même façon, alors que je vois très bien que quand je suis dans mon pays, je le suis beaucoup moins. Je pense que c'est un espèce de réflexe humain, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais du coup, ouais, donc quand t'es arrivée sur place, est-ce que t'as été prise un peu par la panique? Pas du tout? Ou c'était vraiment, je suis en train de vivre un rêve? Non, clairement c'était pas ça. Hein. Alors déjà quand je suis partie à l'aéroport, moi j'avais peur. Hein. En plus, moi je suis la petite dernière de la famille, donc j'ai quand même été très très choyée, protégée, proche de ma famille. Donc ça a été dur pour moi de m'extirper de tout ça, de partir au bout du monde toute seule en Afrique en plus, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Les femmes en général elles préfèrent voyager en Asie ou en Océanie, ce genre de trucs, mais en Afrique toute seule, on te dit toujours. Alors que moi, et puis la preuve c'est que j'y suis retournée plein de fois, j'ai jamais eu de soucis, même si il y a eu des fois où c'était un peu, ça pouvait être, ça craignait un peu plus, mais pas plus, je pense, que sur un autre continent. Mais non, arrivé, j'ai pleuré déjà à l'aéroport en train. Une fois que j'ai été toute seule, en fait, mes parents m'ont accompagnée, etc. Une fois que j'étais toute seule, ça y est, c'était bon, c'est bon, ça y est, c'est l'aventure. Mais ouais, j'ai passé 24-48 heures en arrivant, je découvrais un monde, mais totalement différent. Enfin voilà, c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique noire en plus. C'est troublant. Mais une fois que j'y étais, ça m'a pris 24-48 heures pour un petit peu voilà. Et puis voilà, après, moi, une fois que j'y suis, après,
c'était la débrouille, c'était le besoin de trouver ci, de trouver ça, de compter au début que sur moi-même. Donc à ce moment-là, on est en mode automatique. Hein. On trouve des réserves qu'on pensait pas avoir. En fait, on se découvre. C'est ça qui est génial, c'est qu'on découvre des ressources qu'on a, des ressources incroyables qu'on a à s'adapter déjà, et puis à se débrouiller sur plein de trucs. Oui, parce qu'en plus, quand toi, tu es arrivée à l'aéroport, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui venait te récupérer à l'aéroport ou tu allais devoir te débrouiller toute seule? Non, il y avait la personne qui m'accueillait, avec qui j'allais bosser, qui venait me récupérer. Ok. Oui, parce que tu es quand même Ouais. super jolie, donc moi, je t'avoue que je pense que si j'étais dans ta peau, j'aurais quand même j'aurais eu peur si je devais arriver dans un aéroport en Afrique et devoir C'est vrai. essayer de trouver Non, j'ai pas eu. Bien encore qu'à cette époque-là, on fumait dans les aéroports en Afrique et tout, on mettait pas la ceinture. Moi, je me disais, mais c'est la liberté ici, quoi. C'est un truc de malade. Personne mettait sa ceinture. Tu voyais 3 personnes sur les scooters et tout, tu vois. Pour moi, je me dis, mais c'est génial ici, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est la liberté totale. Je me souviens encore, je suis sortie de l'aéroport. Et à l'aéroport de Nairobi, en fait, tu as le parc national de Nairobi qui longe l'aéroport. Et la première chose que j'ai vue, c'est une girafe. Et là, je me suis dit, ça y est, j'y suis, quoi. Je suis en Afrique. Bienvenue. Et ça y est, ça va être ma vie qui se réalise, ouais. Ah ouais. Mais ça, je l'ai ressenti au fur et à mesure, petit à petit, quoi, au-delà des difficultés. Moi, en plus, j'étais même pas, je parlais pas l'anglais couramment du tout, hein. J'avais un anglais très scolaire quand je suis arrivée au Kenya. Donc, il a fallu que je m'y mette. Clairement, c'était aussi une barrière pour parler avec mes collègues, pour parler avec les gens et tout, parce que tout le monde parle anglais, et en plus anglais avec un accent local, parce que voilà, que ce soit au Kenya ou en Afrique du Sud, l'accent il est complètement différent de l'Angleterre ou des États-Unis. Donc tout ça, quoi. Mais en fait, j'avais jamais pris ça en considération. Pour moi, c'était on verra bien sur place, on verra bien sur place. J'arriverai bien à parler anglais. De toute façon, c'est vrai, nécessité fait loi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours dit. Nécessité fait loi, et à partir du moment où j'y serai, mais de toute façon, j'aurai pas le choix pour rencontrer les gens, pour socialiser. Il faudra bien que je parle anglais, donc je vais m'y mettre. Est-ce que tu avais quand même un petit carnet avec un stylo pour essayer de faire des dessins au cas où tu voulais t'exprimer? J'ai faim. Ah. Non. Non, même pas. Non, j'avais quand même les bases de l'école, en fait. Et puis après, j'ai tout de suite voulu mettre au Swahili, quoi, au Kiswahili, à la langue locale. Donc j'étais un peu entre les deux. J'apprenais des mots de Kiswahili parce que c'était génial. Pour moi, c'était vraiment une langue magnifique que je connaissais pas du tout. Et à côté, l'anglais. Mais j'avais des super collègues. De façon générale, j'ai vraiment eu des gens géniaux qui m'ont quand même entourée, qui m'ont aidé, donné des conseils et tout, dont cette femme belge que j'avais rencontrée via le forum du Routard avant, quoi. Parce que du coup, quand tu es arrivée, que tu travaillais combien d'heures par semaine à peu près? Je travaillais normalement, hein. C'était entre 35 et 40 heures par semaine à peu près. Donc j'étais toute la journée. Ouais, j'étais toute la journée. Peut-être, on commençait plus tôt, je crois qu'à 7h30, 8h, j'étais au bureau et je devais terminer vers 5h, quelque chose comme ça. Donc en fin d'après-midi, j'étais plus libre, j'allais un petit peu à droite à gauche. Et puis les week-ends, j'essayais de partir, et puis avec cette femme belge chez qui j'habitais, du coup, elle m'a aussi pas mal véhiculé à droite à gauche, donné des petits conseils pour aller pour découvrir petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, au début, j'ai pas mal travaillé, en fait. Et moi, j'avais vraiment envie de découvrir le pays, donc j'avais soif d'eux. Quand les premiers safaris, etc., je les ai attendus, hein. Oui, parce que du coup, tu avais une voiture ou pas du tout? Non, j'avais pas de voiture. J'étais tout le temps véhiculée à droite à gauche. Après, il y a il y a les matatu, donc le transport en commun au Kenya, hein, c'est les bus. Alors, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent et quand est-ce qu'ils partent, hein, donc il faut prévoir large. Ouais. Faut être patient. C'est la vie. Voilà. Ou alors, tu as les taxis moto, quoi. Les boda-boda, ce qu'on appelle les boda-boda, c'est les taxis moto. Donc, tu vois, faut attendre qu'un mec passe ou qu'il y a des endroits stratégiques où tu sais qu'il y en a pour t'emmener faire des petites courses, et ça coûte vraiment rien. Et ou alors c'est les connaissances, les collègues qui te véhiculent. Génial. Moi, je me souviens quand j'étais arrivée et que je parlais pas du tout la langue, les 2 premières semaines, il me semble que je rentrais, j'avais beaucoup de migraines le soir en fait. Ah ouais, oui, j'ai vu ça aussi. Oui, parce qu'en fait, t'as pas l'habitude, donc t'es tout le temps en train de chercher, machin et tout. Le fait de triturer les méninges tout le temps, c'est comme quand tu penses trop, tu sais, quand t'es en boucle sur un truc, un projet, un machin, ou une pensée qui est obsédante, là, tu finis ta journée, t'as mal au crâne. Ouais, je me souviens de ça aussi. Et toi, tu penses qu'il t'a fallu combien de temps pour commencer à être vraiment confortable dans la langue sur place?
À peu près un mois, je dirais. À peu près un mois, je me sentais mieux. J'ai commencé à avoir mes petits repères. En fait, c'est toujours ça, il faut attendre. Même un mois, en général, c'est plutôt pour avoir vécu. Parce que cette fois-ci, la première fois que je suis partie en Afrique, je suis restée que 3 mois. Après, je suis rentrée parce qu'il y a eu des élections qui se sont très mal passées. Il y avait des émeutes dans la rue et tout, des choses pas super. Et donc, j'ai dû rentrer. Il n'y avait plus de tourisme, il n'y avait plus rien pendant pas mal de mois au Kenya à ce moment-là. Mais de façon générale, selon les expatriations que j'ai vues, il faut se créer des souvenirs, en fait, c'est tout simple. En général, il faut entre 3 et 6 mois pour moi, pour vraiment être bien, vraiment avoir des repères. Il faut se créer des souvenirs, c'est-à-dire que moi, je me souviens d'un passage, je crois que c'était dans l'auberge espagnole, quand il arrive en Espagne, et en fait, il dit d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ici, j'aurai un souvenir, à cet endroit-là, j'aurai un souvenir, etc. Et c'est vraiment ça. Ça m'avait vachement marqué. Et c'est vrai que voilà, tu arrives, tu connais, c'est un territoire vierge, tu connais rien du tout. Et puis, 2-3 mois après, à tel endroit, tel resto, tel bar, tel machin, tu as un souvenir, tu as été avec un tel et un tel. Et c'est ça qui fait que petit à petit, voilà, c'est le fait de se créer des souvenirs, en fait. C'est ça, il faut affronter cette peur qu'on a en général de l'inconnu, se dire qu'on va se faire des souvenirs, que oui, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des challenges. Quand on parle, oui, on va peut-être dire des conneries, on va peut-être se tromper, mais c'est pas grave. Et si les gens ils rigolent, et ben tant mieux, on les fera rire au moins aujourd'hui. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Mais du coup, tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que tous mes derniers podcasts, toutes les dernières filles avec qui j'ai parlé, vous êtes toutes parties en novembre, j'ai l'impression. Et du coup, je me retrouve à poser la même question. Tu t'es retrouvée à Noël sur place, du coup? Ouais, je me suis retrouvée à Noël sur place et crois-le ou pas, mais assignée à résidence parce que justement, c'était un peu la guerre civile dans les rues de Nairobi à ce moment-là. Et toute seule en plus, parce que Laurence, elle était partie en famille avec Laurence, donc la personne belge chez qui je vivais, était partie en famille avec son fils et sa sœur qui était venue d'Europe, etc. Et donc, c'était prévu depuis longtemps, j'ai pas pu me joindre à eux, donc j'étais toute seule à la maison et j'avais les voisins, etc. Mais ouais, c'était un peu glauque. C'était un peu glauque. J'en ai passé pas mal des Noëls à l'étranger. Et en plus, quand on est au soleil à Noël, alors que nous, en Europe, on a l'habitude d'être, la neige, etc., etc., c'est toujours un peu... c'est pas le meilleur moment. Ouais, c'est pas le meilleur moment pour moi. Ouais, moi, je l'ai déjà dit et je vais le redire. C'est pas ma période préférée de l'année, ça c'est clair, peu importe où je me trouve. Même si je suis en France, honnêtement, parce que je trouve qu'on en fait beaucoup trop, mais bon, c'est mon avis perso. Ouais, mais en France, c'est quand même plus, je sais pas, t'as plus l'impression d'être à la maison, d'être en famille. Quand t'es en famille, Oui. c'est une façon de se retrouver en famille, etc. Mhm. C'est plus chaleureux, c'est plus sympa. Oui, non, c'est clair. Est-ce que c'était facile pour toi de dialoguer avec ta famille? Ouais, alors c'était au tout début de Facebook en fait. Je crois que Facebook avait commencé pas très longtemps avant et c'était une de mes super bonnes copines, Aurélie, de l'école de tourisme qui m'avait dit t'as intérêt à ouvrir un compte Facebook parce que tu nous partageras les photos, etc. Et donc je l'avais fait. Donc j'avais Skype, j'avais Facebook pour mettre les photos, etc. Et puis non, sinon je parlais avec ma famille et mes amis avec Skype. Ouais. Est-ce que tu veux nous vendre du rêve et nous parler de ton premier safari? Eh ben, écoute, en fait, figure-toi que moi, ça a été vraiment crescendo. Je sais même pas si j'ai la première fois où je suis partie, on va dire plus ou moins en brousse, comme on dit. Je suis partie pour visiter un petit lodge qui venait juste de se monter, mais c'était dans la région des lacs, à côté du lac Elementaita, et il n'y avait pas vraiment, c'était pas genre Masai Mara où il y avait les lions, etc. J'entendais les hyènes, alors j'ai dormi en camping à l'extérieur, c'était super sous les tentes safari, etc. Mais c'était un peu plus basique que les belles tentes safari où maintenant on peut avoir, quand on envoie les clients, il y a tout ce qu'il y a dans une chambre d'hôtel, mais en fait sous une tente, et ça c'est vraiment génial. Moi, c'est ce que je conseille le plus pour avoir la proximité avec la brousse. En fait, on entend les bruits des animaux la nuit, etc. Mais moi, j'étais vraiment là en camping de base, en tente dôme, etc. Mais ouais, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'écoutais tout, je sortais, je rentrais, je savais qu'il y avait des animaux, il y avait les hyènes pas loin. On n'était pas sur une réserve où il y avait des lions, etc. Mais il pouvait potentiellement avoir des léopards. Non, moi j'ai jamais eu peur en fait. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'aurais pas dormi parce que j'aurais eu peur. Je sais pas, instinctivement, je sais pas. Et tout le monde m'a demandé ça, parce que moi je suis du genre, si je sais qu'il y a des éléphants ou les léopards dehors, moi je vais sortir quoi. Et j'ai jamais eu peur. Ah bah ça c'est. J'ai pas peur des animaux sauvages et
Je sais pas. Ouais, j'ai jamais eu la sensation qu'un animal sauvage ou pas sauvage d'ailleurs pouvait me faire du mal. Mais petite déjà, moi, il y avait des chiens qui faisaient 3 fois ma taille et je courais vers eux, ils me sautaient dessus, je tombais à la renverse et tout. Mais voilà, j'ai pas la peur des animaux, j'ai vraiment jamais eu. Donc une première nuit, ouais, j'ai pas dormi, mais j'ai tout entendu, j'entendais les hyènes, etc. C'était génial. Et puis la fois d'après, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Et puis je crois que le vrai safari, c'était quand je suis partie au Masai Mara. Là, c'était le vrai safari. Mais j'ai pleuré pendant 2 jours, quoi. À chaque fois que je voyais un animal, le premier lion, je me souviens, la première fois que j'ai vu un lion, j'ai pleuré. Le premier gazelle, le premier léopard, j'ai pleuré à chaque fois. Ouais. C'était tellement l'aboutissement d'un rêve de toute petite, en fait, hein, que j'étais hyper émue, touchée. C'était très intense. Je te comprends parce que moi, j'ai vu mon premier orignal, qu'ils appellent ça ici au Québec, il y a 3 semaines. Et oui, j'ai pleuré quand je l'ai vu. Ça faisait 6 ans que j'attendais ce moment. C'est ça. Donc, je te comprends. En fait, de les voir évoluer dans leur milieu naturel, dans la nature comme ça, à l'état complètement sauvage. Tu as l'impression que c'est toi l'intrus, donc tu te fais tout petit. Et pour une fois, c'est eux on est chez eux. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment magique. Et du coup, il t'est jamais arrivé rien de dramatique? On n'a jamais essayé de t'arracher un bras ou quoi que ce soit? Non. Bon. Non, jamais. Et pourtant, j'ai pris des risques que j'aurais certainement pas dû prendre à plein de moments. Hein. Parce que j'ai tendance à vouloir cette proximité avec l'animal, même si je suis consciente qu'il ne faut jamais rentrer dans la zone de confort, etc. Et qu'il y a beaucoup de respect à avoir en approchant les animaux sauvages, et ça, je le tiens. Mais non, il ne m'est jamais rien arrivé. Non, je pense que quand on n'a pas peur, mais c'est pour tout pareil, hein, en fait. Hein, quand on n'a pas peur de partir, pas peur de vivre ses rêves, pas peur des animaux, quand on y va, quoi, il n'y a rien qui nous arrive. D'accord. Et du coup, ensuite, après, tu es re-rentrée en France pour repartir, c'est ça? Ouais, après, j'ai fait que ça pendant pas mal de temps. Ça a été assez chaotique chez moi. Je suis beaucoup partie, revenue. Donc là, j'ai été obligée de revenir, même si je voulais rester, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Je voulais surtout pas rester, me réinstaller en France. Donc, je suis repartie tout de suite au Canada pendant 2-3 mois parce que j'ai eu une opportunité comme ça d'aller bosser dans une agence au Canada. Et bon, la transition Afrique-Canada était très très dure, hein, inutile de dire, même si je suis arrivée au Canada au mois d'avril, mais il y avait encore des restes de neige sur les trottoirs et tout, je me suis dit, oh mon Dieu. Et donc ça a été trop dur, ouais. Et donc je suis restée jusqu'au printemps, je suis rentrée en France, et là l'agence qui m'avait permis de partir en Afrique au Kenya m'a reproposé un job, et là je me suis dit, bon, je vais recommencer à travailler, de toute façon il faut que je travaille. Donc j'ai accepté un CDI à ce moment-là. Et j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans presque là-bas. J'ai fait des voyages d'études avec eux, bien évidemment. Donc j'ai découvert l'Afrique du Sud grâce à ce travail. Et là, ça a été une vraie révélation, l'Afrique du Sud. Et on a rencontré un guide vraiment merveilleux. Et là, je suis rentrée, je me suis dit, je vais être guide, je vais emmener les gens en brousse, etc. Et donc de là, j'ai commencé à regarder les écoles de guide en Afrique du Sud, etc., monter mon projet. Et puis à la fin de l'année, je donnais ma démission et je partais en Afrique du Sud pour 1 an pour apprendre mon métier de guide. Waouh! Du coup, tu retournais complètement à l'école? Du coup, alors déjà, j'avais quand même mon expérience kenyane qui m'avait un peu remis dans le bain de l'anglais, mais bon, de là faire des études en anglais, en plus des études assez poussées, parce qu'on réapprenait les bases de la biologie animale, l'astronomie, la botanique, etc. Mais bon, pareil, hein, j'ai jamais pris ça en considération. Je me suis dit, je bosserai plus que les autres, et puis c'est pas grave. Et voilà, c'est tout, quoi. Ouais. À l'école, tous les matins à 7h, toute la matinée, et tous les après-midi sur la réserve d'à côté pour apprendre notre métier. Waouh, ça paraît génial. C'était génial. Je crois que c'était, ça devait être la plus belle. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs et c'est une des plus belles années de ma vie, ça c'est sûr. Pour ceux que ça intéresse, je pense que dans la description, on pourra mettre le lien de cette école, peut-être que tu as fait, ou s'il existe encore, ouais. Maintenant, il y en a plein, mais oui, c'est une expérience exceptionnelle. Et puis après, on a notre diplôme. Au bout de 6 mois, donc j'ai eu mon diplôme. On était 2 francophones. J'avais une copine suisse et tous les autres, c'était que des Australiens, des Anglais. Donc nous, on devait vraiment carburer 2 fois plus que les autres parce que par la langue, hein, quand même, la barrière de la langue, parce que les profs, ils n'ont jamais fait de différence. Donc on a quand même bossé beaucoup plus. Et puis on a eu notre diplôme au mois de mai. Et au mois de juin, on commençait à travailler dans un lodge toute la journée avec les clients, les emmener dans le parc Kruger, dans les réserves, etc. Waouh, tu me donnes
envie de tout lâcher et de partir en Afrique maintenant, de reprendre mes études. Non, j'adore les animaux, mais moi j'aurais trop peur. Donc je me contenterai juste d'un petit safari. Du coup, je pense qu'on pourrait peut-être parler du livre que tu as écrit, parce que tu as écrit un livre. Oui, effectivement. Et à la suite de, bah voilà, des années de guidage, de tout ce que j'ai fait, toutes les fois où j'ai vécu en Afrique, parce qu'après l'Afrique du Sud, je suis partie vivre au Kenya aussi, un petit peu en Afrique de l'Ouest, etc. Donc j'ai condensé ces 10 années, c'est vraiment toute ma trentaine, hein, tout le cycle de ma trentaine. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Pérégrination d'une roublarde, qu'on peut trouver sur Lulu, mais sur Lulu, je l'ai auto-édité en fait. Hein. On mettra peut-être le lien à la Oui, fin. bien Et sûr. voilà, ça retrace tout à partir du moment où, rapidement au début, tout ce dont on a parlé là, comment ça a germé dans ma tête, comment je suis partie, et puis toutes mes réflexions aussi bien de femme, parce qu'il m'est arrivé plein de choses aussi là-bas, que toutes le développement personnel aussi, des réflexions de développement personnel, parce que j'ai appris énormément sur moi, sur ce que je voulais, qui j'étais, sur ce qui est possible et pas possible de faire dans la vie, etc. Donc j'ai tout condensé, j'ai livré, voilà, le bon, le moins bon, j'ai été le plus honnête possible, c'est un livre vraiment très, 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 très intime, parce que j'ai rien gardé, quoi. J'ai tout écrit. Ouais, parce que partager tout ça en moins d'une heure, ça va être très compliqué. Donc, on va inviter tous les auditrices et auditeurs à écouter, parce que je pense que, oui, déjà, c'est très sympa de ta part de t'ouvrir comme ça au monde, dans un livre, de partager tout ça. En tout cas, c'est clair et net que dès que j'arrive en France, je me l'achète. Et du coup, pour en arriver dans les questions de la fin, alors déjà, la première que je vais te poser, ça va être si tu avais des conseils à ceux qui nous écoutent et qui ont justement ce sentiment, qui se posent cette question de vouloir s'expatrier en Afrique. Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec eux? Le premier conseil, la première chose, je pense que la chose la plus importante à garder en tête, c'est qu'il faut savoir qu'il y aura de l'inconnu, il faut savoir qu'on sort de sa zone de confort, que ça va être inconfortable, qu'il va y avoir des moments où on va être au plus bas, etc. Il faut en avoir conscience. C'est pas, mais comme partout, comme dans tout dans la vie en fait, et c'est pas quelque chose qui est sans, voilà, le risque zéro en fait, il n'existe pas. Moi, je me souviens qu'il y a des nanas qui me disaient quand je parlais un peu de ce que j'avais fait, ah mais du coup, est-ce que tu as pu récupérer tes allocations chômage au retour quand tu es arrivé, etc. Mais évidemment que non, en fait, y a plein de choses. On ne peut pas avoir la sécurité et faire des projets comme ça qui demandent un minimum de prise de risque. Donc, c'est des choses qui ne sont pas compatibles. Il faut accepter qu'on va être dans l'inconfort, on va être dans la prise de risque, mais c'est comme ça pour moi, c'est comme ça qu'on se découvre. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître vraiment quand on est confronté. Moi, le fait de partir seule, ça a été, et maintenant j'adore, hein, on peut me mettre toute seule dans un safari, dans une voiture, moi voyager toute seule, j'ai aucun souci, et vivre seule, voilà, j'ai appris tellement de choses sur les ressources que j'avais en moi, et c'est une vraie connaissance incroyable de soi-même. Donc je pense que c'est ça, c'est accepter qu'on ne pourra pas tout maîtriser, qu'on va prendre des risques évidemment, hein, mais la vie pour moi c'est déjà une prise de risque, et que oui, il va y avoir des moments de beaucoup plus bas, et puis des moments de super haut, et puis il y a des découvertes incroyables, et que vivre, c'est ça en fait. Pour moi, c'est vraiment ça la définition de vivre. Ouais, pour en revenir sur le point justement financier où tu disais oui, tu as peut-être perdu le chômage, oui, tu es peut-être parti avec pas grand-chose, mais je trouve quand même assez drôle notre génération où on n'a aucun souci à investir. Oui, on investit dans une maison, dans une voiture, dans des fringues, dans du maquillage, mais alors quand c'est question d'investir sur soi pour grandir intérieurement, tout de suite ça n'a pas l'air d'être quelque chose de naturel, et c'est tellement dommage parce que c'est tellement enrichissant que ça n'a pas de valeur en fait. Et ouais, parce que tout est plus matériel dans le monde dans lequel on vit. À partir du moment où on met de l'argent et on a quelque chose à tenir entre les mains, ça a du sens. Et quand on n'en retire pas quelque chose de matériel, c'est toujours plus compliqué, plus difficile à se le figurer, quoi. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un enrichissement incroyable dans la vie. C'est ça, honnêtement, c'est pour ça que j'adore faire ces podcasts, parce que moi, à chaque fois que j'échange avec une fille, même moi, j'ai l'impression de m'enrichir, juste par ce que tu viens de me dire, en fait. Et par les expériences mises en commun, oui, c'est sûr. C'est ça, et des fois, il faut oser partir en stage, il faut oser perdre de l'argent ou ne pas être payé, c'est pas grave. C'est pas grave. Exactement.
Le temps qu'on ne se retrouve pas dans la Mais rue, hein, bien évidemment, on ne va pas aller à l'extrême, mais voilà, à partir du moment où on se dit ouais, je sais où je vais dormir, je sais que j'aurai à manger, le reste, voilà, tout le reste va en découler. Et puis moi, je connais plein de gens qui sont allés faire de l'éco-volontariat comme ça, à droite ou à gauche, qui ont dépensé même de l'argent pour y aller, etc. Puis qui en sont sortis après 2-3 ans avec un métier, un boulot. On les a gardés là-bas. Donc évidemment qu'il faut d'abord investir pour avoir le retour sur investissement. C'est toujours comme ça. c'est ça. Et du coup, si la Adeline là d'aujourd'hui, celle à qui je parle, rencontrait celle qui est partie, qui a dit non le jour qui avait ses 24 heures à décider pour le CDI, est-ce que tu lui passerais un petit message? Ah là là, qu'est-ce que je lui dirais? Mais je crois que je referais vraiment tout pareil. Je lui dirais, mais peut-être que j'essaierais de la rassurer en lui disant qu'elle a tout ce qu'il faut pour réussir, pour accomplir ses rêves. Et moi, je crois vraiment en ça. Moi, les rêves de gamine, mais moi, je suis encore très, très jeune dans ma tête. J'ai tout fait tard parce que je suis encore, voilà, l'enfant intérieur est très, très présent chez moi. Et j'ai jamais voulu renoncer à mes rêves d'enfant, mes trucs d'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est se reconnecter. Je pense que quand on est perdu, c'est ça. C'est ou quand on ne sait pas, quand on se dit peut-être que j'y vais, mais est-ce que j'y vais pas, etc. C'est aller se reconnecter à voilà, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais gamine? Moi, je voulais être vétérinaire, je voulais sauver les animaux dans le monde entier et je voulais voyager. Et donc voilà, à partir du moment où ça s'inscrit là-dedans, que ça se rapproche, tu sais que tu es sur la bonne voie, quoi. Oui, c'est ça, parce que, c'est marrant que tu dis ça, parce que hier, justement, j'écoutais un podcast où elle disait que si tu sais pas ce que tu voulais faire, eh ben, regarde ce que tu faisais quand tu avais 3 ans, regarde les photos de tes parents. Donc, ça va être marrant, je pense que je vais poser cette question à mes parents. Moi, je sais que j'avais toujours un stylo dans la main, donc je sais pas ce que c'est censé signifier. T'écris aussi, hein. Bah oui. Il faut que tu ton histoire aussi, pareil. Il faudrait que je réapprenne la grammaire, ça surtout, parce que moi et les fautes d'orthographe, ça y va. Maintenant. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est bien que tu saches reconnaître, en fait, même reconnaître de ce qu'on rêve et oser le dire. Ouais. Et puis ouais, c'est ça, ne pas avoir peur, ouais. Comme tu disais, de parler en fait, hein. Il faut en parler, il faut pas avoir peur il y a rien de ridicule, il y a aucun rêve qui soit ridicule, risible ou irréalisable, ça c'est sûr. Il suffit de trouver, moi j'ai retenu ça, je me souviens plus qui l'a dit, mais il suffit de trouver une personne au monde, dans tous les gens sur la planète, qui a réussi à faire ce que tu veux faire. Et s'il y en a une qui a réussi à le faire, tu sais que tu peux le faire. C'est ça. Et moi, c'est pour ça qu'avec, j'essaye de chercher des profils vraiment différents qui sont partis dans différents continents, parce que j'espère qu'au moins une personne va se retrouver dans ton témoignage, en fait, et qu'elle va oser. Parce que j'en suis sûre qu'il y en a plein des filles qui rêvent de pouvoir aller en Afrique, voir un safari, y vivre, se connecter avec la nature. Donc, Et en plus, c'est vraiment un continent exceptionnel. Après, une fois qu'on a pris le virus de l'Afrique, c'est à vie, hein. Moi, je peux pas passer une année sans aller en Afrique, hein. C'est impossible pour moi. Ça va faire bientôt 1 an que je suis pas allée. Et c'est super dur. C'est vraiment un attachement très profond. Et je voudrais surtout, effectivement, si tu me permets juste d'ajouter ça, bien sûr. c'est justement de tous ces gens qui se disent, ou même ces femmes qui veulent partir seules et qui se disent, mais l'Afrique, c'est trop dangereux pour une femme seule. Mais franchement, j'en ai connu des tonnes, des copines qui sont parties habiter et dans des pays encore 10 fois plus dangereux que moi. Et c'est pas plus dangereux que l'Asie, clairement pas, ni qu'un autre continent, vraiment pas, hein. Vraiment, pour moi, c'est exactement la même chose, quel que soit le continent. Tous les continents ont des côtés dangereux, toutes les villes ont des côtés, on peut se faire agresser à Paris. D'ailleurs, moi j'ai une copine, elle s'est jamais fait agresser pendant 10 ans en Afrique, elle est rentrée à Paris, elle s'est fait agresser dans le métro. C'est fou. Donc c'est vraiment, il faut arrêter de se dire que l'Afrique est plus dangereux qu'un autre continent, c'est pas vrai, et c'est un continent qui a tellement, tellement à offrir. Non, je suis d'accord avec toi. Après, j'imagine que tu n'allais pas t'aventurer dans les rues à 2 heures du matin, par exemple. Voilà, il y a des règles de sécurité toutes simples de base à écouter et à respecter, comme partout. Partout, c'est toujours le cas partout où tu vas. Et dès que tu es dans la nature en Afrique, dès que tu es à côté des villages, etc., évidemment, dans une grande ville comme Nairobi, évidemment qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais voilà, dès qu'on est dans les parcs, dans la nature, à l'extérieur, mais il n'y a pas... Enfin, il y a... Moi, je me suis jamais sentie en insécurité, pas une seule fois. Oui, et puis je pense que comme toi, tu as fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir essayer de se connecter avec une personne qui est déjà sur place.
Exactement. C'est tellement Maintenant, encore facile. plus, quoi. Maintenant, il y a des plateformes de partout. Il y a même des plateformes où on peut aller travailler. On est logé nourri. En échange, on bosse, que ce soit dans un lodge ou dans un parc ou dans une ferme, etc. On bosse quelques heures. Là, il y a Workaway. C'est génial, Workaway. Ouais. C'est une plateforme, on s'inscrit et on peut trouver n'importe où au bout du monde en échange de 5 heures. Je crois que c'est 5 heures par jour, 5 jours par semaine. On bosse avec eux, on les aide pour plein de trucs. Il y a tous les corps de métier qui sont représentés. Et en attendant, à côté de ça, dès qu'on a du temps libre, on découvre le pays, on vadrouille. C'est vraiment génial. Ouais. Non, oui, Workaway, c'est super. Bah, surtout là, en plus, avec les animaux. Exactement. L'expérience, elle quand doit on être regarde sur incroyable. l'Afrique, tout ce qu'ils ont, c'est génial. Ouais. Ah non, je trouve que c'est un très bon conseil que tu viens. Enfin, tu as donné de très nombreux bons conseils. Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta chanson préférée en rapport avec le voyage et l'expatriation? Alors ma chanson préférée, je sais pas si vous allez la connaître, c'est une chanson de Toto, le groupe Toto, qui s'appelle Africa, évidemment. Ah oui, je C'est connais. une chanson super qui parle. Ouais, tu la connais? Oui, je connais. Ouais. En plus, elle est hyper entraînante, la musique est magnifique et elle parle du Serengeti, etc. Quand on écoute vraiment les paroles, elle est super belle. Et dans les citations, c'est n'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure, faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances, le reste vous sera donné de surcroît. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais en compte le facteur chance, le facteur hasard, les rencontres, etc. Et c'est tout ça mis bout à bout qu'on n'a même pas, enfin c'est impossible de l'imaginer avant de partir, mais c'est évidemment tout ce qui va nous arriver quand on sera sur place et il faut vraiment laisser une belle part à ça parce que c'est hyper important. Tout ce qui est hasard, chance, etc., c'est ça qui va nous mener encore plus loin que ce qu'on n'aurait même jamais espéré imaginer. C'est très beau. Donc, je trouve que cette phrase, elle est parfaite et moi, elle m'a toujours, ne serait-ce que de la lire, j'ai déjà envie de repartir. Ouais, je pense que ça, c'est le genre de phrase qu'il faudrait avoir, tu sais, en sticker sur son mur Exact. pendant la Ouais, phase de exactement. préparation. C'est quelque chose que je faisais pas mal. Moi, j'écris des phrases inspirantes, etc. En gros, sur des feuilles canson là de toutes les couleurs et j'en mets partout, même aux toilettes. Surtout aux toilettes d'ailleurs, parce qu'on les voit tous les jours aux toilettes. Tu vois derrière, là, ça, t'as pas l'impression, mais finalement, ça fait son chemin. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'avais même mis sur mon miroir, en fait, de la salle de bain. Donc, tous les matins, quand je me préparais, je voyais. Et j'en avais mis un aussi sur ma porte. Donc, à chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais un... Voilà. Et petit à petit, ça fait son chemin. Et après, en fait, c'est comme ça que tu l'intègres. C'est ça. Et écoute, merci beaucoup. Moi, en tout cas, tu m'as vendu beaucoup de rêves. Avec plaisir. Et Tant donc, mieux. du coup, je te souhaite que la situation, au moment de cet enregistrement, la situation n'est pas joyeuse. Donc, je te souhaite qu'elle s'améliore très rapidement et puis que tu vas pouvoir retourner dans le monde des girafes très rapidement. Ouais, mais de toute façon, je sais que les gens voyageront toujours. Hein. Les gens ont toujours envie de voyager. Donc, même si là, ça s'arrête pendant un petit temps, je suis certaine et positive là-dessus et je sais que ça repartira. On fait un petit break. Les animaux, ils sont en train de profiter de leur liberté tranquillement. Exactement, ouais, exactement. Et on va les revoir bientôt. C'est ça, ils t'accueilleront les bras ouverts. C'est ça. Et merci beaucoup. Avec plaisir, merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Salut. Salut. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!